va parler de la science et qu'est-ce que la science amène à la formation. Et ça va nous permettre de présenter un ouvrage avec quelques trucs, des tips, alors qui sont intéressants, je l'espère, vous le direz à la fin, mais en tout cas qui ne sont pas communs. Et ça va vous permettre de trouver des angles pour dire comment moi, dans mon métier, je peux utiliser la science dans ce que je fais habituellement. Si je suis en entreprise comme responsable de formation ou si je suis organisme de formation, c'est comment je peux utiliser la science sans que ça me prenne la tête. Puisque le nom de l'ouvrage, c'est « Sans expérience scientifique de formation, sans prise de tête ». Donc on va voir si on se prend la tête. Vu qu'on n'a qu'une demi-heure, ça devrait passer. Voilà. Et après, je répondrai bien sûr. Je vous laisserai du temps à toutes les questions que vous avez à la fin. Ça vous permettra de vous faire une idée. Et je vous présenterai un panel assez large avec chaque fois une ou deux expériences de façon à ce que vous fassiez votre idée. D'accord? Puis après, je réponds à toutes vos questions. C'est open bar. Enfin, toutes vos questions sous réserve d'une demi-heure. Hein. Donc tout le monde reste? Donc ça, c'est le côté bien. C'est quand on arrive à l'heure du goûter, finalement, quand on trouve un siège, ben, on est content. Voilà, parce qu'un salon où il n'y a pas de siège, c'est un peu toujours compliqué. Ah, ça y est, je crois que ça démarre. Donc bonjour à tous. Donc ça, c'est bien. Je tiens tout d'abord à remercier le salon de me permettre de m'exprimer. Chaque année, ça fait 21 ans où je donne sur l'innovation, sur ce qui bouge, un regard qui chaque fois est décalé, de façon à ce que vous puissiez prendre des idées. C'est gratuit, donc vous faites votre idée, j'ai rien à vendre, donc faites-vous plaisir avec ces idées-là. Soyez contre, et vous avez vos raisons, et vous avez raison. Soyez pour, et vous avez raison, vous avez vos raisons. Donc simplement, on essaie d'être en décalage, de façon à ce que vous puissiez vous mettre en distance de vos pratiques. Donc là, donc c'est le premier remerciement, c'est Salimour qui, pour sa fidélité. Le deuxième, c'est Johan Michel, qui est le fondateur, enfin le CIO de Spix, qui est notre partenaire, qui nous aide dans ce projet-là, qui nous a permis de réaliser cet ouvrage-là. On a créé un premier ouvrage, c'était les 100 livres de la formation. Et donc là, on fait 100 expériences scientifiques. Et donc il y aura après les 100 autres choses. Et puis on s'arrêtera là, parce que dans l'idée, il y a un triptyque. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire sans prise de tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en 300 mots à peu près. 300 pages à peu près, 300 mots, 300 références. Le gros avantage ici, c'est que vous allez avoir des éléments scientifiques fondés. Et je vous donnerai mon sentiment sur les expériences, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Et surtout derrière, vous allez tous les référentiels, c'est documenté. Autrement dit, s'il y a un sujet qui vous intéresse, j'aimerais bien aller un peu plus loin, eh bien vous avez les matériaux pour faire bien, pour mettre ça sur le PowerPoint. Donc c'est entre le livre et le dictionnaire. C'est un manuel. Et pour ceux qui ont lu la première, les 100 livres de la formation, ils me disent ça se lit comme on suce des bonbons, on en prend un, on prend du temps, on réfléchit, j'essaie de trouver des angles originaux, je pose des questions qui sont, me semble-t-il, un peu, qui font réfléchir. Et donc ça veut dire construisez-vous votre histoire comme ça, où il y a ceux qui sont gloutons, la génération Haribo, et ils prennent tous les 100 en même temps, mais après on risque d'avoir un peu mal au cœur. Voilà. Donc choisissez ce que vous voulez, en tout cas l'intérêt c'est de travailler là-dessus. À quoi sert ce livre? Pourquoi est-ce qu'on l'a écrit? Parce que d'abord personne ne l'avait fait, parce que déjà une bonne raison, et deuxième élément, parce que la FEN voulait lever des fonds. Donc on a des partenaires qui nous aident à trouver des fonds. Et donc on voulait en trouver une autre façon de faire. Et donc on a choisi d'écrire des ouvrages pour que les gens se fassent leur idée. Donc tous les fonds de ces livres sont donnés aux œuvres caritatives de la FEN, qui sont des œuvres lancées sur des projets formatifs. Voilà, sur des gens qui n'ont pas les moyens de développer de la formation. On les aide autant qu'on peut à la hauteur de nos moyens. Alors, qui est la FEN? Qui connaît la FEN? Très bien, formidable. Donc c'est le haut du panier. Alors les autres, bien sûr, vous allez devenir le haut du panier. Donc la FEN, c'est quoi? C'est une association de responsables de formation. On est 10 000, 80% sur le territoire français, 20% sur le territoire francophone. Et ensemble, on se dit, un responsable de formation, qu'est-ce qui bouge? Et donc on essaye de montrer un peu les tendances. Quand il y a une réforme, on se dit, ben, on analyse la réforme. Il y a des grands témoins que vous pouvez voir qui ont la gentillesse de venir sur Format Radio, qui est la radio de la FEN, Alain Maignan qui est dans la salle. Vous avez plein d'autres qui viennent. Et donc vous pouvez les entendre parler sur des sujets qui sont quand il y a une réforme juridique, mais aussi quand il y a une réforme technologie et aussi quand il y a une réforme pédagogique.
Donc quand ça bouge, on essaie de se dire, non pas qu'est-ce qui bouge, mais qu'est-ce qui va arriver dans 2-3 ans. Chaque fois, on se dit, construisons une pensée pour pouvoir éviter de se fatiguer tout le temps. Évitons la sidération. Je suis Stéphane Diebold, président de la FEN, donc je suis élu. Donc ils ont la gentillesse de me garder pour l'instant. Alors, et vous me direz après si ça valait la peine qu'ils me gardent ou pas. Je suis identifié sur beaucoup de choses qui touchent à l'innovation depuis longtemps. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment... donc quel est le sujet? Le sujet, c'est que souvent, on entend parler des gens qui disent « nous, on travaille à partir des neurosciences ». Vous savez, vous entendez ça? Les organismes de formation qui disent « nous, on travaille sur une nouvelle pédagogie ». Les neurosciences. On apporte une pédagogie disruptive. Quand on discute avec eux, si vous avez un peu de base, vous apercevez que bon, ça disrupte moyen. Et si vous avez l'habitude de venir sur ce salon-là, pas celui-ci, parce que ce sont que les meilleurs qui sont là, mais tous les autres, on s'aperçoit que finalement, ils font la même chose que d'habitude, sauf qu'ils ont mis une neuroscience en plus. Et donc, en fait, on se dit, est-ce que c'est un ripolin de la science? On fait comme d'habitude parce qu'on a un modèle à écouler, ce qui est tout à fait respectable. Ou est-ce que finalement, la science est quelque chose qui peut apporter quelque chose de nouveau? Eh bien, je voulais vous montrer ici que la science et la formation, ce sont deux univers différents qui ont intérêt à travailler ensemble, mais pas de raison plus que ça. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'y aller, d'où l'ouvrage, sans prise de tête, et à vous de tisser une histoire avec ce que vous trouvez dedans. Tout n'est pas bon pour vous, mais tout ce qui est dedans est intéressant parce que ça vous permet de traiter les 3 gros sujets qu'on va aborder, les 3 gros chantiers de la formation. Que vous soyez organisme de formation, que vous soyez responsable de formation, donc en entreprise, vous allez devoir prendre position sur ces chantiers-là. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc autant le faire en avance, au moins dans votre tête, c'est gratuit, et ça vous évite d'être pris en défaut. Alors pourquoi je dis que la science et la formation, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre? Si vous trouvez l'émulation correcte, vous avez une vinaigrette qui assaisonne bien. Par contre, effectivement, si vous laissez les choses côte à côte, bah finalement, ils n'ont aucune raison de s'entendre. Ce sont 2 mondes qui sont dans leur univers séparés, qui ne traitent pas du tout les mêmes sujets et qui n'ont pas de raison de se parler. Une fois que c'est posé, donc la science a un temps qui n'est pas celui de l'entreprise. Quand vous dites la science travaille sur un sujet 10 ans, c'est assez court pour la science. 10 ans pour une entreprise, c'est une éternité, quoi. On n'est même pas sûr que l'entreprise s'arrête dans 10 ans. Donc 2 rythmes, 2 façons de travailler qui sont complètement différentes. Je vais prendre un exemple, et puis après on va rentrer sur les 3 chantiers importants de la formation. Vous connaissez Paul Ekman, 1972, il écrit un article révolutionnaire. Ce qui lui a valu aujourd'hui d'être considéré comme un des 100 scientifiques qui ont le plus fait changer le monde. C'est-à-dire qu'il a parlé des microsignaux. Vous savez, la sémiologie, l'analyse des microsignaux. Les microsignaux ont été... Rizzolatti, en 92, a développé les neurones miroirs. L'idée de Paul Ekman, au départ, en 72, ont été validées scientifiquement et neurologiquement parlant par l'émergence de quelque chose de complètement nouveau, de complètement absent de la littérature, les neurones miroirs. Donc ça change complètement notre façon de faire. Dans tous les métiers relationnels, on doit tenir compte de ces éléments-là, parce que ça ouvre un chantier extraordinaire. Qui a déjà utilisé ça dans leur pédagogie? Sachant qu'il y a une école qui est plutôt bien faite en France, parce que quand je dis bien faite, c'est qu'elle a une résonance même à l'extérieur de la France, ce qui n'est pas si commun que ça. Hein. La synergologie, c'est Philippe Truchet qui a lancé ça. Il dit, grosso modo, quand je suis en relation, c'est-à-dire si je fais du management, ça doit vous intéresser. Ou alors la science ne vous intéresse pas, et vous avez raison aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation, vous êtes capable de vous dire, avec 1400 signaux, je suis capable de savoir ce que vous pensez avant même que vous le pensiez. Il y en a qui ont vu Lie to Me, la série que la génération Covid a pu voir. Lie to Me, il y en a, oui, quand même, il y en a qui ont la télé quand même, non? Très bien. Donc Lie to Me, c'est quoi? Alors, le principal acteur de Lie to Me, c'est celui qui s'appelle Ackman, en hommage à Paul Ekman. Et donc, c'est des meurtres, simplement. Il est capable de dire « mens-moi et je vais savoir si toi, tu me mens ». Autrement dit, dis-moi ce que tu as à dire avec le verbe, moi, je regarde ton corps et je suis capable de savoir ce que tu penses, même avant que toi, tu le penses. Donc, c'est pas mal comme truc.
Enfin, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais tous les gens qui travaillent sur la relation, un formateur par exemple qui ne s'occuperait pas de la sémiologie aujourd'hui, ben, on dit non mais allô quoi. C'est parce qu'il y a plusieurs publics, hein, on s'adapte. Mais c'est important. Après vous dites, si vous en voulez pas, vous avez complètement raison. Mais posez-vous la question, pourquoi vous ne le prenez pas? Et vos raisons sont bonnes, il n'y a aucun jugement de valeur. Simplement, vous avez un grand chantier extraordinaire par rapport à l'ancienne version des métiers relationnels. Vous prenez, vous ne prenez pas, posez-vous la question. Si on se rappelle 72, ça fait 50 ans. Hein. Donc vous voyez, quand je dis que la science a un temps qui est le sien, entre la science et l'entreprise, il peut y avoir des écarts. D'accord? Donc si vous voulez être révolutionnaire, vous dites, bah, je vais prendre un truc de 72. Bon, ouais, la révolution, voilà, chacun a sa façon de la faire. Mais en tout cas, ça vaut la peine de réfléchir là-dessus, puisque les neurosciences, qui sont le truc à la mode, valident ça avec l'émergence des neurosciences. Je vous rappelle que les neurones miroirs ont été découverts chez l'homme en 2010. Donc ça reste scientifiquement très récent. D'accord? Donc, il faut s'intéresser à la science si on veut. Voilà le message d'introduction. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant, et si ça vous intéresse, ce que vous pouvez en faire. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que vous avez vos raisons, mais à vous de savoir lesquelles. Grosso modo, la formation aujourd'hui, et c'est ce qu'on, avec la FEN, on écoute les gens qui nous disent sur quoi ils travaillent, on essaye de faire des synthèses, vous pouvez lire sur le site de la FEN, d'ailleurs vous pouvez acheter le livre sur le site de la FEN, vous pouvez lire des articles toutes les semaines, des articles de fond, des articles sur la mécanique, sur les financements, sur la pédagogie, sur les neurosciences. Enfin, il y en a un toutes les semaines, donc ça en fait un certain nombre. Choisissez ceux qui vous plaisent. C'est gratuit, c'est en Creative Commons. Voilà, donc on essaie... Notre ligne éditoriale, c'est de ne pas répéter ce que disent les autres. On ne fait pas de copier-coller, ce qui dans le numérique est parfois original, mais ça veut dire qu'on essaye d'avoir un esprit taquin pour dire, nous on propose un angle, et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils ont raison. Nous, on pose un cadre qui a une certaine cohérence et chacun choisit son chemin. Alors, puisque le temps avance, 3 chantiers importants. Le premier chantier, c'est le chantier du numérique, ChatGPT. Alors, voilà. Qui a utilisé déjà ChatGPT? Qui l'a déjà utilisé dans un process de formation? Très bien. Donc, ça veut dire que ChatGPT est votre ami. Non? En principe, c'est ça. Il y a plein de gens qui travaillent sur ChatGPT. Alors, quand je dis ChatGPT, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle générative. Hein, parce que ChatGPT, c'est un peu la marque. C'est le premier, donc le leader. Mais ça veut dire qu'après, vous avez à peu près entre 5000 et 10 000 applications qui sont autour de l'univers ChatGPT. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet à chacun, à n'importe qui, de créer lui-même ses supports. Autrement dit, vous dites à la machine, et aujourd'hui, on peut le dire, alors qu'avant, il fallait l'écrire. C'est-à-dire, vous dites, fais-moi un texte, écris-moi un livre. 200 livres sont déjà écrits par ChatGPT, publiés sur Amazon. On sait que quand vous êtes des formateurs, c'est classe d'avoir écrit un livre. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez écrire un livre. Vous pouvez écrire autour de ce livre, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez créer des podcasts en disant que vous enregistrez votre voix et donc le texte qui est lu avec votre voix. Et donc vous êtes capable de créer tout un écosystème qui est intéressant. Vous êtes capable tout seul du fond de votre lit de dire à ChatGPT, fais-moi 1500 PowerPoint sur cette thématique-là, sous réserve de la correction que vous allez apporter, ils sont faits dans les 4 minutes qui suivent. Donc ChatGPT est extraordinaire dans le sens où ça vous permet de produire ce que vous ne produisiez pas avant. Donc que dit la science là-dessus? Là, c'est de la technique. Hein. Voilà. Ben, la science nous dit un truc très intéressant, c'est Eleanor McGuire qui a, dès les années 2000, a calculé, donc il a travaillé sur les taxis londoniens. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Donc comme elle a fait plusieurs expériences pendant 10 ans, donc elle avait un bon filon, donc elle s'est aperçue qu'il y a des gens qui n'étaient pas taxis, on leur apprend les rues, et donc finalement elle s'aperçoit que l'hippocampe est multiplié par 2 quand effectivement ils connaissent tous les rues. Bon, donc il y a un processus d'apprentissage, de mémorisation. L'hippocampe, je vous rappelle, ça vous permet de passer de la mémoire de travail à la consolidation, donc la mémoire à long terme. Donc pour certains, c'est ça, apprendre. À vérifier, hein, mais en tout cas, pour certains, c'est ça. Donc elle se dit, c'est très bien. Apparaît le GPS. Ben, le GPS, c'est pareil, mais en sens inverse. Et bien, on s'aperçoit que quand ils utilisent le GPS, et ben, ça se réduit.
Ce qui veut dire que le programme que j'ai dans ma tête, bah, comme il ne sert plus à rien et que je le rappelle plus régulièrement, ce qui veut dire qu'en fait, je ne l'ai plus dans ma tête. Donc, Michel Serres nous dirait, avec la petite poussette, il dit c'est génial, ça veut dire que je ne m'embête pas avec des trucs qui ne servent à rien. Donc, on reste sur le côté positif. Eleanor Maguire va un peu plus loin et elle nous dit, mais attention, le problème, c'est qu'on l'a plus dans la tête. Or, comment est-ce qu'on est créatif? Enfin, chacun d'entre vous, enfin, pour peu que ce soit des êtres humains, en général, dans sa tête, souvent la nuit, j'associe des idées. Et par analogie, je crée des idées. Je crée des idées avec ce que j'ai dans ma tête. Or, quand j'ai plus rien dans ma tête, bah, je fais des... alors, 3 fois rien, on sait bien que ça commence à faire quelque chose, mais c'est modeste quand même. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amnésie numérique est une vraie interrogation. Est-ce que ça rend pas les gens idiots? Ben, la réponse, si c'est pris ainsi, la réponse est oui. Parce qu'on développe moins la capacité de création, et donc on laisse à la machine, et donc certains auteurs disent, attention, c'est dangereux, parce que ça veut dire qu'on devient les toutous. Elon Musk, bon, qui a plein d'idées sur plein de choses, Elon Musk disait, l'homme devient le toutou de la machine. Donc il y a un vrai risque, on n'a pas de réponse. Mais quand on est pédagogiquement, dire à tout le monde, utilisez ChatGPT, vous avez complètement raison, il faut le faire, mais se dire, est-ce que derrière il n'y a pas des dangers? Il faut avoir conscience des dangers qui sont derrière. Et pas simplement des dangers techniques, comme certains le font, mais des dangers neurologiques. Développer son sens critique avec ChatGPT pose le problème du sens critique. Et donc de la créativité, etc. Donc ce premier chantier, il faut y aller, parce que si vous n'y allez pas, bah, vous retirez l'électricité, vous retournez dans la caverne. Mais simplement, il faut être capable de faire attention, de mettre en veille sur des outils comme ça qui apparaissent. Le deuxième grand chantier, qui est celui que chaque responsable, manager de formation au sens large, doit aborder, c'est l'horizontalisation de la formation. Donc, ça veut dire effectivement... donc, j'étais en train de calculer, je me suis dit, mince, j'ai débordé, mais pas encore. Donc, très bien. Donc, ça veut dire l'horizontalisation, c'est ce que... Pendant longtemps, le XXe siècle, il y avait l'organisation scientifique de la formation. C'était super chouette. Il y avait des experts, donc des gens bien, vous, moi. Donc, ils disaient, la formation, ça marche comme ça. Tchouk, 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 on l'écrit. Et après, il y avait les gens qui devaient apprendre. Donc, eux, ils faisaient ce qu'on leur disait, parce qu'ils s'ils savaient, ils seraient experts. Comme ils ne savent pas, ils apprennent. Et donc, ça marchait bien. Ça a super bien marché. On est devenus tous intelligents. La preuve, on est là. Ça, c'est le XXe siècle. Le XXIe siècle, on se dit, attention, l'expert, est-ce qu'il est au courant? Pas vraiment. Des fois, il dit des bêtises. Et derrière, est-ce qu'il n'y a pas une source intelligente de laisser parler les apprenants? Est-ce que les apprenants sont des enfants? 20e siècle, oui. 21e siècle, on dit non, ce n'est pas des enfants, c'est des gens qui doivent parler. Vous savez qu'enfant, étymologiquement parlant, ça veut dire celui qui n'a pas droit à la parole. 21e siècle, l'apprenant n'est plus un enfant, il doit parler. Et on en a besoin. Parce qu'on a besoin de savoir si ça marche, ce qu'on dit. Et pour ça, comment je le sais? Il va nous le dire. Et donc, ça veut dire que si le 20e siècle est le siècle de l'expert, le 21e siècle, c'est le siècle de l'apprenant. D'où la montée en puissance de ce qu'on appelle la pédagogie. Qui c'est qui a déjà entendu parler de pédagogie? Voilà, donc c'est des... Hein. Donc ça, c'est un mouvement intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on laisse les gens co-construire. Donc le père emblématique de la pédagogie, c'est Edward Reingold, qui a créé le handbook, le manuel, en disant, le manuel est créé par les apprenants. Vous voyez la pyramide inversée? Le manuel du domaine est créé par les apprenants. Donc ça veut bien dire que ce sont les apprenants qui prennent la main. Sauf que pour faire ça, il faut bien qu'il y ait un responsable de formation qui organise. Les gens se disent pas, tiens, je vais créer un manuel tous ensemble. Si vous êtes ensemble, il faut bien que quelqu'un prenne le lead pour vous dire, je vous donne la main. Et c'est là où les auteurs de l'intelligence collective prennent la main. Je vous rappelle qu'au XXe siècle, le collectif était débile. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il était enfantin, puéril. Au XXIe siècle, il devient intelligent. En fait, c'est le même. Il est aussi débile ou intelligent que vous voulez. Sauf que ça veut dire que le paradigme, la façon de penser dans ce monde fonctionne différemment. Aujourd'hui, on se dit, il y a un truc génial. Autrement dit, on permet aux gens, aux apprenants, de se débrouiller tout seuls. Alors, apprendre ensemble, vous avez Paul Park qui a lancé une belle analyse. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que les gens veulent apprendre ensemble? Et pourquoi est-ce qu'ils ne font pas, comme on leur dit depuis le début, d'apprendre tout seul? L'émiettement des apprenants, l'individualisation des apprentissages. Pourquoi est-ce que les gens kiffent à se dire, ok, je peux travailler tout seul, mais ça me gonfle? J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble. Parce que quand je me retourne, il y a quelqu'un, je vois sa tête qui secoue la tête dans le bon sens, ça me valorise dans ce que je dis.
Eh bien, Pack a montré la chose suivante, c'est que ça crée de l'oxytocine. Quand on raconte des histoires et quand on prend la main, quand on raconte son histoire, on développe chez soi de l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone du bonheur. Il y en a deux, c'est la dopamine, l'hormone de l'excitation. Bon, il y a des gens qui s'excitent tout seuls en formation, mais dans ces cas-là, il y a des traitements. Et deuxième élément, l'oxytocine, c'est l'hormone de la reliance. Et quand je parle à un groupe, dans ces cas-là, ben, avec ce groupe-là, le fait de parler, de raconter mon histoire fait que je développe un vrai bonheur à partager. Et ce qui est assez extraordinaire, et c'est ce qu'a Paul Zak, c'est le fait de dire, c'est que les deux côtés prennent. Celui qui écoute une histoire kiffe aussi sa vie. Il se dit, c'est génial, il me raconte son histoire. Et donc, la pédagogie a un fondement scientifique qui consiste à dire, on crée du bonheur parce qu'on est ensemble. On arrête d'individualiser les gens. Les gens individuels, ce sont des sociopathes. Ce sont des gens qui tout seuls fonctionnent dans leur tête. L'homme est un animal social, donc il faut qu'il ait de la société. Et le rôle de la formation, c'est plus véritablement de dire, puisqu'on a vu déverticalisation, voilà, je vous donne l'information, vous allez comprendre, ou je vous demande de répéter pour être sûr, avec par exemple la courbe des bingos, simplement le fait de dire, parlez-moi, donnez-moi de l'information. Et c'est moi qui crée le territoire pour partager ensemble. C'est moi qui crée le World Café, pour prendre des choses très concrètes. Autrement dit, c'est moi qui fais le tiers-lieu. À l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, c'est moi qui raconte l'histoire. C'est moi qui organise ça. Et c'est moi qui crée cette émulation, cette communion apprenante. Faire des communautés apprenantes, n'importe quel abruti peut le faire. Il suffit d'avoir Teams ou Zoom ou d'autres trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on se réunit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un partage? Et là, il y a des outils qui montrent que l'engagement, ça s'apprend. Si on met des gens tout seuls et qu'il se passe quelque chose, déjà, si vous organisez qu'il se passe quelque chose, on s'aperçoit que la science nous montre, c'est une expérience intéressante qui montre que si on travaille en face à face, en distanciel, mais en face à face, la personne se trouve avec une crise d'épilepsie. Alors évidemment, c'est un comédien, parce que sinon, il faut trouver des gens qui ont des crises d'épilepsie chaque fois que... Donc c'est un peu complexe. Donc on schématise, mais des bons, un comédien. Quand il mime une crise d'épilepsie, il dit « Aide-moi, appelez des secours ». 83% des gens appellent les secours. L'homme est bon. Puis surtout, comme il a payé 1 heure, il se dit peut-être que ça sera me défalquer la partie où il n'est pas là. L'homme peut être mesquin aussi, hein. Pas ici, mais dans d'autres groupes. Hein. Donc ça veut dire, mais si on commence à mettre un deuxième, on arrive à 61%, bon, ça reste positif, hein. On est au-dessus de 50%. Et si on en met un quatrième, dans ces cas-là, on tombe à 31%. Autrement dit, si je laisse la nature humaine du groupe fonctionner, ça ne marche pas. Parce que la personne va se dire, pourquoi c'est moi qui appelle et pas lui? Déjà, premier élément. Deuxième élément, il va se dire, mais si j'appelle, je passe pourquoi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ça explique pourquoi il y a des gens qui regardent un événement dont ils condamnent, mais qui ne font rien parce qu'ils sont bloqués. La science nous a montré ça, nous démontre ça. Et quand je dis que la science, ce n'est pas une expérience, c'est une expérience qui est reproduite plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on appelle la science. Ce n'est pas non plus la vérité, mais c'est une expérience qui est reproduite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met les gens, ils sont tarés quand ils sont en groupe, on revient au XXe siècle, soit on se dit il faut qu'ils apprennent, il y a une courbe d'apprentissage. Et donc il faut leur permettre de créer des routines, des automatismes d'intervention. Et dans ces cas-là, ça marche très bien, puisque si vous créez ces automatismes, alors vous créez de l'intelligence collective. Autrement dit, comme la formation individuelle, il n'y a personne qui s'excite tout seul à se former, apprendre oui, se former non. Eh bien, de la même façon, le collectif, dans ces cas-là, il faut le construire, et c'est le rôle de la société de le construire. Donc toute la pédagogie, j'ai des objectifs à atteindre, et donc c'est de pair à pair qu'on va les construire, donc on va faire son cheminement. Tout ça, la science nous dit bravo, congratulations. Ça, c'est la partie internationale. Je serai modeste là-dessus. Voilà. Alors, pour ceux qui sont bien construits, on avait parlé de trois chantiers. Le dernier chantier, c'est l'érotisation. L'érotisation, c'est quoi? C'est le marketing. C'est donner envie. Voilà. Érotiser, c'est donner envie sur quelque chose. La fétichisation, si vous voulez, de la formation. Donc, grosso modo, vous dites... Et donc là, c'est intéressant de voir Singar qui dans l'art de choisir, en 2011, qui reprenait une expérience de 2000, avait montré sur les pots de confiture. Voilà. Donc c'était du retail, donc on vendait des confitures. Donc elle vendait 24 pots de confiture, pardon. Et donc les gens disaient, c'est génial, on a du choix. Sauf qu'ils n'achetaient rien. Alors que quand on prenait 6 pots de confiture,
Dans ces cas-là, ils disaient, bah, on n'a pas trop le choix, mais ils multipliaient par 10 leur acte d'achat. Donc tous ceux qui sont spécialisés dans la confiture voient de quoi je veux parler. Pour les autres qui sont en réflexion pour mes choix d'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée imbécile qui consiste à dire je laisse l'apprenant être maître de ses choix, c'est une idée malhonnête socialement. Il faut que les intermédiaires, les corps intermédiaires, prennent position en disant je vais choisir les 6 pots de confiture. Et si je dis à quelqu'un, voilà, je te donne, ou le Wikipédia, tu te débrouilles, tu apprends tout ce que tu veux, ils vont rien apprendre parce qu'il y a trop de choix. Donc il faut sélectionner les choix, lancer des propositions et surtout écouter la réaction. Et ça s'appelle du marketing. C'est-à-dire je choisis en fonction de ce que je pense être juste. Moi, dans l'entreprise, moi, organisme de formation, avec mon histoire, ma légitimité, mon professionnel branding. Et donc je dis voilà ce qui est bien. Et l'autre, s'il m'achète, il achète ce que je pense être juste. Autrement dit, je travaille non pas avec l'idée que je me fais de l'apprenant, mais je me travaille avec le fait de lui donner envie dans la durée. Et ça, l'apprenant, dans ces cas-là, il vous dit merci parce que vous avez fait votre boulot. Ceux qui vous disent, voilà, il y a la plateforme, tu sers, c'est cadeau, tu prends tout ce que tu veux, ça veut dire que vous êtes malhonnête. Socialement, bien sûr, chacun individuellement est bien et honnête, et ça, c'est la force de chaque éthique. Mais ça veut dire donc que vous avez fait votre boulot. Ça s'appelle quoi? Bah, de la pédagogie. Donc comment vous donnez l'envie et surtout comment vous analysez le fait que ça marche. Vous savez, la phrase de Steve Jobs que j'aime bien, arrêtez de demander, alors si on traduit aux apprenants ce qu'ils veulent, ils n'en savent rien. Proposez-leur quelque chose et analysez leur retour. Alors pour lui, ça a plutôt bien marché, hein, puisque c'était le fondateur d'Apple. Dans ces cas-là, bah, en formation, c'est pareil. Proposez-leur quelque chose et analysez. C'est pour ça qu'on fait des pilotes de plus en plus. Et on s'aperçoit que dans la pédagogie, le pilote, c'est pas pour savoir si c'est bien. Vous savez que c'est bien si vous l'avez fait. C'est à peu près cohérent, vous avez pris un prestataire qui est de bonne qualité. Si vous posez la question est-ce qu'il est bon, c'est que vous avez un problème sur votre capacité à choisir. Le vrai élément, ce que vous ne savez pas, c'est comment les gens vont réagir. Les early adopters, quand vous leur dites donnez votre avis, vous apercevez que sur les pilotes, ils sont très très productifs. Ils disent ça c'est génial, ça c'est extraordinaire, ça j'ai pas du tout aimé. Et donc là vous notez, c'est magique. Alors vous pouvez le faire tout au long des formations, mais en général on le fait au début. Après comme ça on crée un standard, ce qu'on appelle des formations mythiques. Avec l'effet waouh, sans l'effet waouh, des pédagogies affectives. Enfin, vous avez plein de possibilités, tout est bon dessus. Je vous rappelle, une des pédagogies qui marche bien, c'est au lieu d'expliquer aux gens, les gens en France, comme dans le monde, en ont marre des gens qui vous disent ce qu'il faut faire, ce que je fais là. Ils parlent d'en haut de son estrade. Ce que moi je veux, c'est des gens qui font. Regardez cette étude, la France est très scientifique. L'Institut Sapiens a fait, c'est pas mal comme Institut Sapiens, parce qu'ils font des analyses qui ne sont pas les mêmes que les autres. Ça permet d'avoir des regards croisés, quoi. Donc, après, on n'aime pas, mais en tout cas, ça permet d'avoir des regards croisés. Quand quelqu'un s'exprime, et c'était après le Covid, ceci pouvait impliquer cela, quand quelqu'un s'exprime, eh bien, il préfère, à 2 Français sur 3 préfèrent leur voisin qui n'y connaît rien à la science quand il parle de science, que le mec de la télévision, le grand expert. 2 Français sur 3 préfèrent leur voisin que le mec de la télévision qui est reconnu comme l'expert mondial, international, etc. Parce qu'il se dit, lui, il doit prendre un billet. Autrement dit, on remet en cause, qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement parlant? On remet en cause l'autorité qui est dite naturelle parce qu'on rentre dans un monde nouveau. Donc ceux qui parlent d'en haut, on ne les veut pas, nous on veut des gens d'en bas. En traduction en bas, ça veut dire les gens près de moi. Et on revient sur Zach qui nous dit cette oxytocine de travailler entre des gens de pair à pair. Et donc, moi, je veux des gens qui font comme moi. Et c'est ça l'intérêt de construire ces pédagogies. Et l'avantage, c'est que ça ne vous coûte rien puisque vous avez les apprenants. Simplement, il faut organiser les apprentissages. Et derrière, avoir toujours l'objectif pédagogique. Mais de plus en plus, en conclusion, 2 remarques, comme ça je vous laisse un peu de place pour... le premier élément, c'est le fait de se dire l'effet Pygmalion. Vous avez entendu parler de l'effet Pygmalion? Alors, Pygmalion, en 68, fait une analyse avec Jacobson et son compère. Eliot a refait la même expérience que j'aime bien parce qu'elle dit les garçons aux yeux bleus sont plus intelligents que les garçons aux yeux marrons. Et je trouve que c'est assez juste, hein, puisque ça c'est la science. Hein. Donc, comme quoi il peut y avoir des biais. Notez bien quand même. Hein. La science est biaisée par définition, sinon ça ne serait pas la science. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et à la fin de l'année, c'était vrai. Parce que la maîtresse a dit. Donc comme la maîtresse a dit, ça s'est réalisé. L'effet Pygmalion, c'est comme vous voyez les gens, ils deviennent. Quand vous êtes en autorité. Autrement dit, quand vous êtes un formateur, vous êtes en autorité. Comment vous voyez les gens? Vous dites, ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Je ne sais pas comment chaque année, ça décline le niveau. Ben, vous allez voir qu'ils sont de plus en plus tarés.
Comme vous les voyez, ils deviennent. C'est ça l'effet Pygmalion. De la même façon, quand vous voyez Vincent Van Gogh dans tous les gens qui font des trucs bizarres, je rappelle, Vincent Van Gogh n'a rien vendu de son vivant. Enfin, une toile à son frère encore. Donc ça veut dire, vous voyez le génie de ces gens-là, dans ces cas-là, bah, vous allez développer du génie chez les autres. Autrement dit, ce qui est intéressant dans les métiers de la formation, c'est la science nous dit, bah, et une éthique, kiff. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Mathieu Ricard, il vous dit, ce qui est important, c'est la contagion émotionnelle. Ce que tu dis, on s'en fout. On l'a sur Internet avec des choses encore mieux que toi. Ce que tu dis, ce qui est important, c'est la façon de le dire, de donner l'envie, de donner de la passion. Et comment on la voit? Parce qu'on se dit, soit c'est un grand malade, ce qui dans mon cas est assez juste au demeurant, mais sortons de mon cas personnel, soit c'est un grand malade, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Et qu'on peut kiffer en faisant la même chose, et qu'on peut kiffer en faisant de l'argent. Et c'est ça qui fait la différence. Et comme on est dans un moment qui est rabelaisien, on quitte un monde pour en construire un autre, eh bien il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui aient le courage de dire, voilà, sous réserve de la monnaie, hein, bien sûr qu'il y a des budgets, on respecte tout ça, mais c'est pas incompatible, bien au contraire, j'ai quelque chose à vous raconter, et je vais vous permettre de faire la transition. C'est ChatGPT aujourd'hui, hier c'était le métaverse, demain ça sera autre chose, etc. On a 10 ans pendant lesquels ça a marché comme ça. Après, un nouveau modèle va émerger. C'est quoi votre militantisme? Et ce qui est assez extraordinaire, c'est comment vous voyez la formation de demain. Eh bien, c'est comme ça que vous allez la construire. Et aujourd'hui, ce qui est génial avec la tech, puisqu'on est dans un salon tech, c'est que ça coûte rien. Tout ce qui coûte cher, ne prenez pas. Voilà, déjà. Tout ce qui coûte pas cher, essayez. Vous comprenez pas, peut-être que faites-vous aider. Donc, créez de l'intelligence collective. Et dans ces cas-là, regroupez-vous et vous apercevez que vous pouvez créer un vrai média à vous tout seul. Le seul élément, c'est qu'est-ce que vous avez à raconter. L'information devient un média, qu'est-ce que vous racontez? Le management, c'est quoi? Est-ce que le management est éco-responsable? Est-ce qu'il est éthique? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est performatif? Il est quoi votre management? Bah, si vous dites, eh ben, il est un peu tout, quoi. Bah, dans ces cas-là, c'est que vous êtes tout, vous êtes rien. Donc vous n'avez rien à dire. Donc vous ne serez pas entendu. Choisissez ce que vous voulez dire et vous apercevrez que les entreprises, même les entreprises, surtout les entreprises, sont prêtes à vous entendre, à condition de faire beaucoup aussi de classiques, mais sont prêts à vous entendre sur la partie innovation. Autrement dit, vous allez faire beaucoup d'argent sur le classique, comme d'hab, mais surtout, vous allez être choisi parce que vous avez ces 20% qui sont différenciants. Donc, ayez une éthique dans ce que vous faites, et comme ça, vous serez riche et bienveillant. C'est ce que je vous souhaite dans cette période de début d'année. Merci beaucoup. Je l'avais promis, je suis un homme de parole. 1 minute 20 pour répondre à des questions. Ce qui est intéressant dans la science aussi, si ça vous intéresse, c'est d'aller, soit d'écouter des gens qui font des synthèses, mais surtout d'aller picorer. Donc dans l'ouvrage, ce qui est pas mal, c'est que vous avez plein d'exemples en tissant des fils jusqu'à là. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais je vous invite à réfléchir dessus, c'est la pédagogie par la résonance. Atmoud Rosa, vous avez vu? Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La pédagogie par la résonance ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens? Et le sens n'est pas que la finalité, l'éthique, c'est aussi la résonance. Et aujourd'hui, une des grosses montées en puissance, c'est l'émotion, qui permet de raconter des belles histoires, mais qui permet aussi de fédérer les gens. Ce qui veut dire que si apprendre, c'est apprendre ensemble, si former, pardon, c'est apprendre ensemble, le XXe siècle a travaillé beaucoup sur le apprendre, le XXIe siècle, c'est le ensemble. Et l'ensemble, c'est de l'émotion. Les micro-signaux, etc., tout ce qu'on a. Et donc, dans ces cas-là, la chance que vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'amis, parce que déjà, vous êtes ChatGPT, qui devient votre ami. Deuxième élément, ben, à vous de construire une histoire qui présente une cohérence et choisir un positionnement. Ceux qui disent je fais un peu tout, ils font beaucoup rien. À vous de choisir votre angle. Et si vous choisissez, aujourd'hui, il y a des marchés qui sont intéressants, le management éco-responsable, ça veut pas dire ça veut rien dire. Moi, j'aime bien fonctionner par les mots. À vous de raconter votre histoire. Et cette histoire-là, les gens vont l'entendre et ils vont aimer. Il y a tous ceux qui vous diront c'est nul, eh ben, ils auront raison, ils ne viendront pas chez vous, et c'est pour ça qu'il y en a d'autres. Et ceux qui vous diront j'adore votre histoire, c'est parce que vous l'avez racontée. Donc allez sur les médias, allez sur YouTube, etc. Parlez, diffusez, ou si vous n'avez rien à dire, vous êtes un peu gêné, syndrome de l'imposteur, dans ces cas-là, interviewez des gens. Si vous voulez vous lancer sur une chaîne, un podcast, etc., interviewez-moi, je ferai le premier. Enfin, s'il y en a d'autres derrière. Hein. Mais je suis prêt à le faire. Donc vous vous lancez, je vous aide. Et comme ça, vous créez votre média avec des gens et vous prenez la lumière de tous les gens que vous aimez bien, qui acceptent de venir. Et dans ces cas-là, petit à petit, vous avez une couleur dans ce que vous dites. Et si vous avez la gêne de dire « je ne veux pas y aller moi-même », et puis petit à petit, vous allez monter en puissance, et puis vous exprimerez parce que c'est une courbe d'apprentissage. Autrement dit, ce qui est magique aujourd'hui, c'est le Far West, c'est-à-dire il faut y aller, c'est tout. Comme disait la publicité « just do it ». Je vous remercie.